bienvenue sur les plateaux de Châlons TV pour une nouvelle émission 13 minutes pour convaincre. Alors quand je dis 13 minutes, on verra comment elle est passée. Donc l'idée c'est 13 minutes pour convaincre, pour siéger au conseil départemental. J'accueille la troisième liste, le troisième quatuor, binôme ici, quatuor du printemps chalonnais, donc qui se présente sur le canton de Châlons 3. Alors, ce canton est un peu particulier, puisqu'il y a une ville extérieure à Châlons, c'est la ville de Château-le-Royal, qui a un collège, et qu'il y a donc des quartiers, dont le quartier de l'Aubépin, où nous sommes. Donc, il y a l'Aubépin, il y a Bellevue, Boussicot, Les Charreaux, Saint-Côme, Saint-Gobain, j'ai oublié aucun quartier. Véry, c'est bon, voilà. Alors, donc, printemps chalonnais. Alors, bien sûr, on est encore au printemps, vous avez de la chance, les élections, c'est le 20 juin, donc c'est un jour de printemps. Chalonnais, on comprend. Est-ce que dans le printemps chalonnais, il y a une référence au printemps arabe? Non, pas du tout. La référence serait plutôt celle du printemps marseillais. Donc c'est l'idée d'avoir une dynamique des forces de gauche progressistes. Et donc là, vous le savez, cette liste est soutenue par le PCF, la gauche républicaine et socialiste, et dans d'autres secteurs par la France insoumise. Donc on se réfère plutôt à ce printemps-là qu'au printemps arabe. Vaut mieux parce que les printemps arabes, en général, ils ont mal fini. Hein. Mais par contre, le printemps marseillais a bien terminé. Donc, voilà. Alors il y a aussi dans cette liste, et c'est le cas de Yvon Maréchal, il y a aussi des gens qui ne sont pas encartés. Oui. Hein, c'est le cas. Par contre, vous êtes encarté. Oui, moi je suis soutenue par la GRS. Voilà. Donc, alors, on va parler un petit peu, bien sûr, de votre programme cantonal, au niveau des départements, mais cette élection elle est un peu particulière parce qu'on va élire des gens, alors qu'au niveau régional, on élit une liste avec des candidats qu'on verra peut-être jamais. Donc, les électeurs attendent que vous ayez des propositions pour leur canton. Alors déjà, pourquoi vous ne pouvez pas voter pour le président Akkari, dont plein de gens vantent les mérites grandioses? Qu'est-ce qui vous empêche de voter Akkari? Non, je ne sais pas de quel mérite grandiose vous parlez concernant les politiques de M. Akkari. Au niveau médical, les maisons médicales, tout ça. Sur les centres de santé. Centres de santé. En l'occurrence, les centres de santé, on ne va pas être contre, puisque c'était des propositions qui étaient faites depuis très longtemps par les partis de gauche. Donc on ne va pas maintenant dire que c'est une mauvaise solution. Simplement, j'allais dire qu'on est dans le syndrome du pompier pyromane, c'est-à-dire qu'on a M. Akkari qui fait partie d'une droite conservatrice qui n'a pas arrêté pendant des décennies de défaire les services publics, et en particulier les services publics de santé. Et donc maintenant, effectivement, l'ayant trop défait, et je vais être trivial, une fois arrivé à l'os, on se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés, qu'on a une population qui commence à se plaindre et à avoir des difficultés. Donc on met en place des centres départementaux de santé. Mais ça reste qu'un pansement sur la destruction qu'on a faite des services publics. Donc oui, c'est bien de mettre des centres départementaux de santé avec des médecins salariés, mais l'autre étape, en tout cas ce qui devrait être fait de manière complémentaire, c'est de réarmer les services publics et d'avoir réellement des hôpitaux locaux et des hôpitaux sur le département qui soient réellement avec le personnel nécessaire et avec les spécialités nécessaires. Donc sur votre canton 3, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison départementale. Il n'y a pas de maison départementale, mais par contre, le département avait à l'époque financé une maison. Donc, ce n'est pas un centre départemental de santé dans le sens où ce n'est pas des médecins salariés, mais il y a une maison de santé à Châtenois-le-Royal. D'accord. Alors, au niveau de votre programme, puisque bon, on a bien compris que vous n'étiez pas très favorable, M. Akkari, alors qu'est-ce que vous... Si l'opportunité pouvait être que la majorité de M. Akkari ne puisse pas se renouveler, oui, effectivement, on y serait très favorable. Alors, quelle est votre politique au niveau départemental? Après, on parlera de ce que vous voulez amener pour votre canton, puisque ce sont des gens de votre canton qui vont vous choisir pour les représenter au niveau départemental. Alors, donc, il y a le département a des compétences, notamment au niveau de tout ce qui est social. Alors, quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous voulez faire en plus? Ou qu'est-ce que vous voulez changer dans ce niveau social pour le département de Saône-et-Loire? Alors,
là vous attaquez par les compétences sociales, et donc c'est quand même le gros morceau du département, et c'est un budget énorme. Et c'est un budget énorme, et c'est très vaste, puisque on a l'habitude de dire que le département s'occupe des personnes de leur naissance à leur mort pratiquement, puisqu'ils ont compétence sur la petite enfance, sur l'aide sociale à l'enfance, mais également jusqu'à l'aide aux personnes âgées et au handicap. Donc effectivement, c'est un domaine très très vaste. Nous, l'objectif principal, c'est de ramener de la justice sociale sur le territoire. Donc, avoir quelques éléments forts. Le premier sur la question de l'emploi et de l'insertion des personnes. Et donc, on serait favorable à expérimenter le RSA jeune. De quel âge à quel âge? Comment? De 16 ans à 25 ans, 18 ans, 25 ans. Le trou actuel, c'est-à-dire que vous avez votre majorité à 18 ans, vous avez même une majorité pénale à 16 ans, donc vous pouvez être considéré comme responsable de vos actes à 16 ans, mais par contre la société ne vous reprend en charge qu'à 25 ans. Entre 18 et 25 ans, vous n'existez pas. Donc la France est l'un des rares pays à avoir fait cette distinction. Nous souhaitons qu'on puisse résoudre cette inégalité de droit et permettre à des jeunes de pouvoir avoir donc du coup une aide qui leur permet d'être plus stables et plus sereins dans leur vie pour ensuite développer leur parcours de vie en termes d'insertion, de formation et d'insertion dans l'emploi. Je sais par avance, et je peux vous dire, la critique qui pourrait nous être opposée, c'est que c'est de l'assistanat. Oui, c'est ce que dit les Républicains. C'est ce que disent les Républicains, c'est ce que dit M. Accaris, c'est de l'assistanat, et que les jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est un emploi. Je suis effectivement totalement d'accord. Sauf que l'espoir d'un emploi, ça ne donne pas à manger à la fin du mois. Il faut aussi que le frigo soit rempli, puis qu'on ait un toit sur la tête, et que s'inscrire dans une démarche d'insertion, de formation, c'est quand même pas simple quand on a comme première urgence de trouver à manger et de trouver où dormir. Donc l'aide qui serait apportée serait surtout pour leur permettre de réellement justement s'inscrire dans ce parcours d'insertion et de formation, et donc d'acquérir un emploi. Et je pense que la pandémie a démontré, a mis en lumière des choses qui existaient mais qui n'étaient pas vues et vécues par les gens. On s'est retrouvé avec des étudiants et des jeunes faire la queue, voire faire les poubelles pour essayer de trouver à manger. Donc on est face à ce type de problématiques, de jeunes qui sont à chercher dans les poubelles, alors qu'on est la 6e puissance du monde. Alors, selon les classements, on va dire 6e, 7e, 5e, ça dépend. Voilà. Eh ben, avant d'arriver à cet âge de jeune adulte, il y a aussi un domaine qui est grandement abandonné par le département là, actuellement, c'est l'aide sociale à l'enfance, comme l'a évoqué Yvan. Et pour le coup, on reste sur notre canton, puisqu'on a l'IDEF à Châtenois-le-Royal, un foyer d'accueil. Et là, il y a les gros besoins dans les foyers, un gros manque de place et aussi un gros manque en famille d'accueil. Et ça, c'est un pan du social qui a été un peu abandonné par le département. À ma connaissance, il y a actuellement entre 45 et 50 placements provisoires, obligations de placement provisoire mentionnées par des juges et pour lesquels les enfants sont encore dans leur milieu familial, faute de famille d'accueil pour les accueillir. Et après ça, pour revenir à l'IDEF, par exemple, à Châtenois... on peut dire ce que ça veut dire, l'IDEF. Alors, l'Institut départemental... j'ai un trou pour le... Enfance et famille, oui. Donc, c'est une structure associative qui est financée par le département, comme la plupart des fois. Qui est gérée par la sauvegarde pour l'enfance? Qui est gérée par qui? Qu'est-ce qui la gère? Ah, vous me posez une colle. Parce que bon, je pensais au village à Lu. Le village à Lu, c'est la sauvegarde. C'est la sauvegarde, oui. Le village à Lu, mais là, on n'est pas sur les mêmes tranches d'âge. Non, c'est pas la même tranche d'âge. Des plus vieux. Oui. Là, on parle de plus jeunes enfants. Alors, à l'IDEF, il y a aussi des jeunes filles, voilà, des ados. Il y a un peu tous les âges selon les besoins. En l'occurrence... oui, pour revenir au foyer, le gros souci après, c'est justement l'orientation. Une fois qu'ils doivent quitter le foyer, puisque normalement ce n'est qu'un placement provisoire, c'est compliqué pour trouver des places dans d'autres structures adaptées, que ce soit par rapport à leur handicap ou alors par rapport à une formation. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut se pencher dessus très sérieusement et c'est un des points sur lesquels on aimerait appuyer
quand nous serons élus. Je pense aussi, parce qu'on parle de handicap, je pense à l'autisme. Il y a aussi plein d'enfants autistes qui ne trouvent pas de structure d'IME, de structure adaptée. Est-ce que vous avez prévu des actions pour que les enfants autistes et par-delà les parents trouvent des solutions à ce problème quand même assez lourd de l'autisme? Alors, il y a plein de... C'est un domaine très transversal, ça touche plein de domaines, que ça relève du soin ou de l'éducatif. Donc le département n'a pas impact sur tous les pans du traitement de l'autisme. Vous ne nous avez pas laissé nous présenter, mais moi je suis enseignante, je travaille en collège, donc c'est vrai que parfois on est confronté à des jeunes atteints par l'autisme, de troubles autistiques. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver les personnels formés pour les accompagner dans le milieu scolaire. C'est difficile de trouver les parcours de soins pour aider ces jeunes. Alors au niveau du département, oui, il y a sûrement plein de choses à faire pour soulager les familles, par l'accompagnement. Voilà. Par une prise en charge. Par une prise en charge. Je pense à l'IME de Viray qui est ouvert il y a 2-3 ans, 10 places pour les enfants autistes, avec des structures et des éducateurs spécialisés. Parce que bon, on peut accueillir, si c'est accueillir pour accueillir, s'il n'y a pas derrière une équipe pédagogique qui soit à la pointe, ça ne sert pas à grand-chose. Alors on a parlé de la jeunesse, on va parler un petit peu, on va vous remonter, dépasser le temps, on va parler un petit peu, hélas on est jeune et un jour on devient un peu plus vieux, voire très vieux. Par rapport aux seniors, par rapport aux EHPAD, quelles sont vos propositions pour que la situation s'améliore, même si par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, il y a eu d'énormes progrès, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Alors, le problème, quand on parle des seniors, c'est que on parle souvent du parcours vers la fin. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces personnes âgées, parfois peut-être un peu handicapées ou avec une autonomie un peu limitée, elles ont encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à vivre. Or, elles n'ont pas beaucoup de choix entre l'autonomie seule à la maison et l'EHPAD. L'intermédiaire, c'est difficile. Il existe des foyers, pas assez. Et ça manque clairement d'endroits où ces personnes auraient à la fois une autonomie, un chez eux, où ils puissent être tranquilles, accueillir la famille, recevoir les amis, mais en même temps avec un accompagnement au quotidien qui fasse qu'ils se sentent en sécurité, que les familles se sentent en sécurité. Le problème de l'accompagnement à la maison, c'est très bien, de plus en plus on fait en sorte que les personnes âgées restent à domicile. On met en place des choses, de l'aide à domicile pour le ménage, pour la cuisine, pour les soins, la toilette. Ça fait une compétence du conseil départemental. Voilà, donc ça bien sûr, sauf que ces personnes, déjà elles ne sont pas très nombreuses. C'est des emplois précaires, sous-payés, qui ne sont pas forcément compatibles avec une vie de famille. Donc c'est pas une jeune femme avec une jeune maman, par exemple, ça reste compliqué pour elle de faire ce métier parce que c'est pas vraiment adapté à une vie de famille. Ce sont des horaires décalés. Donc c'est difficile de trouver. Il faudrait former les gens. Il faudrait former. Il faut former les gens, il faut aussi rendre le métier attractif par des conditions de travail meilleures, comme le disait Sandra sur la question du temps de travail et du temps partiel. Donc du coup c'est du temps partiel subi et on se retrouve du coup effectivement avec des personnels qui sont en grande majorité à plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on fait... on fait tenir la question de l'accompagnement des personnes âgées par des personnes qui sont déjà... vers voilà. Le stade personnes âgées. Oui, on va dire ça. 50 ans, ça commence. on peut dire ça comme ça. Mais donc il y a une vraie revalorisation du métier. La revalorisation, elle passe par les conditions de travail, elle passe par le salaire aussi. Donc elle passe par une reprise en main de manière publique de cette question de l'accompagnement et de l'aide aux personnes âgées. Parce qu'actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a des associations qui sont souvent en grande difficulté, proches pour certaines de déficit. Et donc, du coup, on se retrouve plutôt avec un marché de type gros groupes qui reprennent ces secteurs-là, gros groupes qui, du coup, eux, font des bénéfices, mais font des bénéfices, un, sur le dos des personnes âgées qui sont, d'une certaine manière, mal accompagnés, et deux, sur les salariés qui sont également, eux, en souffrance. D'autres choses à dire sur les seniors, les EHPAD? On a fait le tour. Sur les seniors, moi je pense que,
comme l'a dit Sandra, on est beaucoup sur la question de la perte d'autonomie forte. On imagine tout de suite la question EHPAD ou en tout cas chose un peu plus ou moins lourde. Fort heureusement, il y a une partie des personnes âgées, ou en tout cas il y a une partie de son parcours de vie en personnes âgées où on est autonome ou pratiquement autonome. Et la question est de savoir aussi quel rôle on donne aux personnes âgées, puisqu'on est dans une société où à partir du moment où vous êtes à la retraite, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'emploi, vous n'existez plus en tant que tel, vous n'avez plus d'une certaine manière d'utilité ou de vie sociale. Et donc l'idée c'est, à un moment donné, il faut aussi trouver une place à ces personnes âgées dans la société. Elles ont un rôle encore à jouer en termes de bénévolat, en termes d'intergénérationnel. Donc il y a aussi des nouveaux dispositifs à développer, comme des habitats participatifs, des habitats intergénérationnels, qui permettent à différents publics d'être mixés. Donc c'est d'avoir un vrai continuum entre le moment où on arrive en retraite, où on est encore complètement autonome, où on peut se contenter de simplement un habitat participatif ou intergénérationnel, jusqu'à l'EHPAD, où là, ça correspond plutôt aux personnes qui commencent à avoir des problèmes d'autonomie. Alors c'est vrai que pour les personnes âgées, seniors, les associations sont là pour les accueillir. Quand on regarde un petit peu le panorama des associations humanitaires, je ne parle pas des sportifs, parce que c'est autre chose, c'est plus quand même on consomme. Les jeunes, ils viennent chercher, faire de l'aviron, faire du basket. Bon, je pense aux associations humanistes, humanitaires. Quand on voit l'âge des gens, c'est un âge assez avancé et il n'y a pas de relève. Et il y a de moins en moins de personnes. Donc, est-ce qu'au niveau associatif, le conseil départemental, s'il était à majorité printemps-chalonnais, mais pas que vous, parce que vous n'avez que 3 cantons, c'est-à-dire 6 voix sur plus de 50, qu'est-ce que vous feriez au niveau associatif pour essayer de revaloriser? Le maire de Châlons dit souvent les associations, c'est le cœur de la cité. Sans cœur, on meurt. Alors que feriez-vous, vous, pour aider les associations de votre canton, et plus généralement du département? Est-ce que vous avez un projet ou pour l'instant c'est encore en discussion peut-être? Alors, le problème des associations, c'est qu'on n'invente pas les bénévoles ou les militants qui les aident à tenir debout. Après, le département, par des aides financières, par un soutien, je ne sais pas, par exemple une campagne de communication, peut soutenir dans ce sens-là. Et puis, le temps que l'encadrement de l'association ne passe pas à gérer tout ce qui est administratif, les demandes de subventions, ça peut être compliqué parfois quand on n'est pas dans ce domaine-là. Si ce temps-là est soulagé par une aide des agents du département, c'est autant de temps qu'on peut passer à aller au-devant des autres, à militer, à montrer ce qu'on sait faire. Voilà. De toute façon, le nerf de la guerre pour les associations, c'est et ça restera toujours l'argent. Oui. Et on l'a vu, c'est depuis presque 2 ans maintenant. C'est grâce aux associations que beaucoup de choses sont tenues debout, parce que c'est pas qu'une obligation de travail, c'est aussi le cœur qu'on y met quand on va quand même tenir une permanence, quand on va au-devant des gens dans un quartier, quand on va distribuer de l'aide alimentaire. Donc, mais sans argent, oui. C'est compliqué. Votre département serait prêt à aider de façon financière, pas 250 €, parce que c'est de la rigolade, mais de façon financière des projets associatifs qui seraient dans pas que financier. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un écosystème autour des associations, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui leur permettent de se concentrer sur ce qu'elles souhaitent faire. Et donc pour ça, il faut quoi? Il faut surtout que les associations ne soient pas dans l'obligation de tenir des missions qui seraient des missions normalement de service public, dans lesquelles elles s'épuisent. Et donc il faut qu'elles soient complémentaires d'un service public. Et on revient toujours à la même chose, c'est que comme on a tellement déshabillé le service public, et que les gens ont quand même toujours des mêmes besoins, on a transféré assez régulièrement sur les associations ces missions de service public qu'on leur demande de remplir, sauf qu'on leur demande de les remplir, là pour le coup, sans les moyens du service public. Et on se retrouve avec un épuisement des bénévoles, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement résoudre. Et donc là, le département, ce qu'il doit faire, c'est 2 choses. Faire en sorte que les services publics se réarment un peu pour éviter que certaines missions soient tenues par les associations alors qu'elles n'en ont pas ni
ni les compétences, ni les capacités, malheureusement, et surtout les aider, comme l'a dit Sandra, sur les missions qu'elles veulent engager en termes d'accompagnement technique. C'est surtout ça. Il n'y a pas que l'argent, bien évidemment, mais aussi l'accompagnement technique qui peut être important. Voilà. Alors, et puis, je voulais juste rajouter un élément par rapport à votre première intervention. Effectivement, si nous étions élus, nous ne sommes que 6. Donc vous allez faire des alliances. Mais ce n'est pas une dynamique qui est totalement isolée. Donc je sais que Chalon TV s'intéresse qu'au bassin chalonnais, mais ce sont pour expliquer que cette dynamique que nous avons mis en place n'est pas unique et n'est pas isolée. Il existe ce type de dynamique à Mâcon. Il y a un printemps mâconnais, donc. Alors ça s'appelle Changeons d'air, pour le nom qu'ils ont donné à leur liste pour les élections départementales, mais qui sont dans la même dynamique, alors, avec des configurations qui peuvent être différentes et des histoires qui peuvent être locales, qui peuvent être différentes, mais en néanmoins dans la même dynamique avec les mêmes valeurs. Il existe la même chose sur le bassin montcélien, il existe la même chose à Paray-le-Monial. Donc l'idée aussi, nous, à terme, c'est pas uniquement d'être là pour un one-shot, c'est-à-dire juste pour le temps des élections départementales, mais c'est de s'inscrire dans la durée, sur le bassin chalonnais, mais de s'inscrire dans la durée dans le territoire départemental en trouvant des convergences, et elles sont déjà en cours, mais en trouvant des vraies passerelles avec ces différents collectifs sur le département. On va finir par la jeunesse. On a un peu abordé la jeunesse avec le RSA. Dans votre canton, il y a 2 collèges, le collège de Châtenois et le collège Robert Doisneau, dont les enfants des Aubépins se rendent tous les jours. Alors, quel est votre... Bon, vous êtes responsable des locaux, hein, donc je pense que vous avez une envie politique verte par rapport à ces locaux, mais un collège, ce n'est pas que des locaux, hein, ce n'est pas non plus que des cantines, c'est aussi des élèves, c'est aussi des enseignants. Est-ce que le conseil départemental, qui peut avoir cette mission, est-ce que vous allez aider davantage les enseignants à monter des projets pédagogiques que le rectorat ou que l'inspection académique ne peut pas subventionner? Il le fait déjà, mais bon... Évidemment. Alors, je ne reviendrai pas. Alors, le bâti, il y a déjà un programme qui est engagé depuis plusieurs années. Voilà. Les collèges sont rénovés au fur et à mesure du temps. Donc, ça, c'est engagé. Évidemment, c'est quelque chose qui sera continué, bien sûr, parce que c'est nécessaire. Et alors, je reviens sur les 2 ans qui viennent de passer. Quand il y a les contraintes sanitaires que nous avons connues, évidemment que des huisseries en bon état, un collège qui ne soit pas un courant d'air, eh ben c'est forcément... ça aide, voilà. Ça aide à gérer. Après, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, hein, installer des... J'ai perdu le nom. Distributeurs ? Alors, non, les distributeurs, ça viendra après. Des détecteurs de CO2. Alors, pas de préservatifs, justement, je vais y revenir. Les détecteurs de CO2. Parce que ça a été... Alors, je vais laisser Sandra sur le niveau pédagogique parce que c'est elle la spécialiste. Oui, après, simplement sur l'aspect bâtiment, on a l'impression de dire, bon voilà, le programme est lancé et donc les rénovations... Ce qui est normal, ça demande un certain temps. Je pense que néanmoins, on peut avoir des visions différentes de ce qu'est une rénovation. Alors effectivement, il y a le bâti où tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut l'isoler pour consommer le moins possible. Verdir, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur la manière dont le collège est conçu et construit, y compris les espaces communs, y compris les cours. On a des cours qui sont éminemment genrés. Et donc la manière dont on circule, dans la manière dont on s'approprie les espaces, il y a des choses à travailler qui vont au-delà de simplement changer des huisseries et mettre une belle façade. Pour moi, ça c'est l'indispensable, mais ce n'est pas le suffisant. Pour vivre bien dans un collège, il faut réfléchir correctement à la manière dont les élèves, les enseignants vont pouvoir se l'approprier, y circuler et puis pouvoir justement y faire des choses. Et donc y faire des choses, ça revient sur ce que Sandra va développer sur les questions des projets pédagogiques. Alors, pour finir, on a passé... Sandra va finir quand même sur l'aspect pédagogique, parce que je suis un grand bavard. Donc. Nous avons remarqué, Monsieur Maréchal, votre temps sera déduit de celui de Sandra. Alors, Sandra, au niveau pédagogique... Non, mais je ne serai pas longue. Évidemment, pour la pédagogie, alors le conseil départemental n'intervient pas dans la pédagogie, ce sont les projets des enseignants. Par contre, il y a énormément à faire pour soutenir les enseignants dans leurs projets, justement. Or, souvent, ils sont contraints parce que c'est un petit nombre d'établissements qui échouent.
choisi quand ils candidatent pour participer, quand il y a un appel à projet du département. Donc, alors que c'est tellement important de participer à des événements comme la Semaine de la Presse, qui leur font découvrir tout un... Très bonne... N'est-ce pas? Vous connaissez bien. Marquer un point. Voilà, et les enfants découvrent plein de choses via cette Semaine de la Presse, font plein de rencontres, découvrent des métiers différents, ont la chance de rencontrer des professionnels de l'information. Et il y a aussi plein d'autres projets, parfois avec un rayonnement plus large, et c'est toujours l'aspect financier qui gêne. Donc en soutenant les projets, en permettant les élèves d'aller au cinéma, en finançant des bus pour qu'ils puissent se déplacer, et ben, tout ça c'est de l'ouverture, et pour les élèves c'est essentiel. Et puis vous parliez de distributeurs de préservatifs, moi je vais parler d'un autre distributeur qui manque énormément dans les collèges. Ce sont les distributeurs de protection périodique pour les jeunes filles. J'ai vu récemment dans la presse qu'une association, un conseil de vie lycéen avait été félicité par le conseil départemental parce qu'ils avaient installé un distributeur. Alors c'est très bien, hein, mais j'estime que ce n'est pas aux élèves de faire cette démarche-là. C'est à l'État, c'est au département en l'occurrence pour les collèges. Mais les élèves ont à participer par une campagne de communication, par exemple, en se renseignant. Et alors, je ne suis pas objective quand on parle des élèves, mais clairement, c'est par eux qu'on va voir la société évoluer. Et quand on les écoute et quand on les entend, on voit qu'on peut y arriver grâce à eux. Sur l'égalité professionnelle, sur la lutte contre les discriminations, ils ont déjà beaucoup réfléchi. Il faut leur faire confiance, il faut leur permettre de s'ouvrir. Et voilà, le département, par son soutien financier, mais pas que, en mettant aussi en place des projets aussi, hein, ça peut être juste ça. L'exemple que vous citiez, c'était dans un lycée. Oui. Dans un lycée, il y a un conseil de vie lycéenne, oui, avec des élus, oui, dont le travail, justement, c'est faire des projets. Oui, donc c'est pas étonnant qu'ils aient fait ce projet. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer un conseil de la vie collégiale. Mais ça existe. Avec les 4e, 3e. Mais ça existe, avec les 4 niveaux, des élèves des 4 niveaux qui réfléchissent à plein de projets. Alors depuis 2 ans, c'est compliqué. Et pour le coup, je parle de mon collège. Collège, c'est lequel? Alors moi, je travaille à Chagny. Je suis au dehors du canton. Vous n'êtes pas dans le canton, c'est pas tout ça. Faute grave. Mais ils ont plein de projets, il faut les écouter, il faut leur permettre de les mettre en œuvre. Donc on a une enseignante, Monsieur Maréchal, que faites donc vous dans la vie? Moi, je suis actuellement en reconversion professionnelle, mais j'ai passé... Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien de se reconvertir. Exactement, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière, soit en consultant, soit en cadre dans les collectivités territoriales. Et j'ai travaillé, en l'occurrence, j'ai eu à travailler en l'occurrence pour un département. D'accord, qui n'était pas celui de Saône-et-Loire. Si, qui était celui de Saône-et-Loire. Bon, écoutez, on va laisser la place à un de vos... Le remplaçant. Votre remplaçant, donc vous allez lui donner son nom, il va arriver tout de suite par tapis volant. Donc mon remplaçant, c'est Jean-Michel de Almeida. Alors, je me présente, Jean-Michel de Almeida, donc je suis chalonnais depuis ma naissance, et j'ai grandi dans le quartier à côté, des Aubépins. Voilà. Un pur produit au B1207, enfin ex-B1207 qui a été détruit, B1208 pardon, qui a été détruit maintenant, juste en face de la maison de quartier. Et mon père travaillait à l'usine Saint-Gobain, qui est juste à côté aussi, qui s'appelle maintenant Veradia, qui fabrique des bouteilles. Voilà. Vous êtes un militant politique? Alors, je suis un militant politique, syndical aussi. Voilà, c'est depuis pas mal de temps. Depuis ma jeunesse, j'ai eu 18 ans en 1981. Là où il y avait beaucoup d'espoir. Vous avez le choix entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et vous avez choisi le Parti communiste. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Ah oui. Voilà, j'ai une longue tradition familiale communiste et puis syndicaliste. Mon père était élu à la commune sur le conseil municipal à Châlons et il était responsable syndical de l'usine Saint-Gobain emballage. Alors, voilà. Par rapport, donc vous êtes suppléant de Monsieur Yvan, oui, qui est très bavard. Oui, moi aussi. Vous aussi, c'est bien, on a mis 2 bavards ensemble. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer au niveau départemental, ce qui n'a pas été dit par les 2 candidats officiels? Alors, je pense qu'ils ont développé pas mal de choses, mais je pense justement ce qui peut distinguer un petit peu, parce que le printemps chalonnais, on est clairement à gauche.
Et il y a des gens qui pensent que par pragmatisme, il n'y a ni droite ni gauche, le social, l'écologie, c'est ni droite ni gauche. Non, il y a des orientations politiques qui sont claires. Et comme l'a dit Yvan, des gens qui ont détruit nos systèmes de santé, avec le numerus clausus par exemple pour les médecins. Hein, si on manque de médecins aujourd'hui, si on manque d'infirmières, si on manque de tous ces personnel d'orthophonistes, on importe des orthophonistes d'Espagne. Hein, bon. Pour l'accent, c'est bien. Oui, non mais j'en ai connu. Bon, ma compagne travaille dans une structure, enfin l'APF, une structure associative au niveau du handicap. Mais tous ces gens-là qui ont détruit notre système, qui nous fait cruellement défaut, maintenant, ils nous expliquent que c'est les bons samaritains qui le plein de trucs, etc. Et, alors que c'est eux les principaux responsables. Et il y a aussi, pour venir sur les RSA, cette stigmatisation des plus pauvres. Moi, j'ai grandi aux Aubépins, à une époque où il y avait de l'emploi, où les Aubépins, il y avait, et c'est entretenu correctement. Alors, il y a eu des travaux de rénovation, mais clairement, il y a eu une paupérisation de la population qui est liée, qui est due à des politiques qui ont favorisé les plus riches, quoi. Et du coup, le manque de moyens, parce qu'on parle des politiques départementales, et on va nous dire, oui, mais le budget, voilà, on fait ce qu'on peut avec, etc. Mais ce budget-là, il vient d'un manque de ressources, et ces ressources, il faut bien aller les chercher quelque part. Et il y a vraiment beaucoup d'argent en France. On a battu, on bat les records des milliardaires en France. On a battu, là ils ont sablé champagne pour le CAC 40, 50 milliards de bénéfices en 2021. Sur les derniers trimestres, pour l'année 2020, pardon. Donc il y a vraiment beaucoup d'argent et il y a un problème de répartition. Donc, comment on fait pour répartir cet argent et pas stigmatiser comme le font le Front National ou même la droite de M. Akkari en disant, par de la fraude sociale, etc. Alors qu'on sait que la fraude sociale, c'est peanuts. Hein. Les études situent entre 30 et 50% les personnes qui ne demandent pas l'allocation de l'ERSA. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas bien informées. Elles pensent qu'elles n'ont pas droit, parce que les circuits administratifs, les circuits sont compliqués. Alors bien sûr, on leur propose un site internet, mais tout le monde voit maintenant avec l'internet les difficultés à faire les choses sur internet, même avec un niveau de formation correct, quoi. Hein. Et puis aussi parce que y en a qui renoncent aussi parce qu'ils sont stigmatisés. Hein. Si tu demandes le RSA, c'est que voilà, tu vas profiter, tu es un profiteur, etc. Les profiteurs, ils ne sont pas là. Voilà. Je voudrais revenir sur le mot. On est de gauche. Oui. Dans le canton de Châlons 3, il y a un autre quatuor qui aussi se dit de gauche, avec le PRG, avec Europe Écologie Les Verts, et avec deux personnes non encartées, comme M. Maréchal. Alors, c'est quoi être de gauche, en fait ? Eux, sont-ils de gauche ? Vous êtes à gauche ? C'est quoi être de gauche ? Être de gauche, c'est vouloir quand même faire bouger le système de manière sensible, rompre avec ce système-là. Tout le monde voit que notre système, le système capitaliste, il faut dire les choses comme elles sont, n'est pas valable. N'est pas valable au niveau social, au niveau démocratique maintenant même, et au niveau écologique. Donc à un moment donné, il faut créer une rupture à ce système-là. Si on pense qu'il n'est pas généralisable, qu'il n'est pas valable, qu'il accroît les inégalités d'une manière extraordinaire. Jeff Bezos qui va faire son petit cirque dans l'espace et qui a l'homme le plus riche du monde, 200 milliards de dollars. Voilà. Jeff Bezos, c'est Amazon, c'est les copains de la société Amazon là, qui gagnent 3 fois rien, qui sont surexploités dans l'entrepôt qui est en zone chalonnaise. Voilà. Ma question, c'est par rapport à l'autre groupe. L'autre groupe, écoutez, nous, on a fait une proposition. La gauche, elle est diverse. Oui. Nous-mêmes, au niveau du printemps chalonnais, on est divers. Voilà. Entre les Insoumis et vous, le PCF, il y a quand même, votre secrétaire général, l'année passée, avait fait quand même quelques remarques par rapport... Mais on est divers. Alors, il y a des stratégies. Alors, le problème, c'est qu'on est tous pour... moi, je ne suis pas pour la concurrence, le système capitaliste qui met tout le monde en concurrence. Hein. Malheureusement...
voilà, cette valeur de concurrence, d'opposition, nous on est pour des valeurs de coopération, hein, voilà. Et ce système capitaliste corrompt un petit peu tout le monde, hein, le système présidentiel aussi, hein. Les médias, par exemple, vous voyez, on va dire les têtes de liste sont plus représentées que les autres, etc. Voilà. Donc il y a un système avec lequel il va falloir rompre, parce que de plus en plus de personnes s'aperçoivent qu'ils vont être perdants de ce système. Voilà. Et les jeunes s'en aperçoivent très bien, hein. Eux, parce qu'eux, ils sont les plus touchés. Mais même les jeunes très formés, qui ne comprennent pas, moi je connais plein d'exemples, et sans doute que vous en avez aussi, des jeunes très formés, et qui font le choix de ne pas rentrer dans ce système-là. Alors, on va devoir s'interrompre. Voilà, donc sur la liste, les autres listes de gauche, nous on a fait une proposition de travailler tous ensemble. Ouais. Bon, ça n'a pas été... Commencé pour les municipales, ça n'a pas marché. Alors pour les municipales, alors moi je suis pas... Voilà, on était quelques-uns, enfin ici, voilà, on a essayé de rapprocher tout le monde, nous au niveau des communistes, entre autres, mais Yvan a participé à cette démarche aussi, de rassembler toutes les listes, aussi bien les Verts, etc., pour faire un travail ensemble, parce que Gilles Platret, on regrette, mais c'est, enfin, je veux dire, quand on fait l'apologie de Napoléon, quand on fait des alliances avec des gens qui sont très proches d'extrême droite, les débats, etc., bon, je pense que ce personnage-là, il faut le pousser dehors, et puis les gens qui pensent comme lui aussi. Parce que c'est des gens qui défendent ce système-là, hein, et qui défendent les plus riches. Ils sont tous pour l'impôt ils sont contre la suppression, enfin, pour l'impôt sur la... Non, pardon. Ils sont contre... Ils sont contre, pardon, excusez-moi. Ils sont contre l'impôt sur les grandes fortunes, hein. Ils sont contre une autre répartition des richesses. Bon, voilà, donc si on peut faire un travail ensemble, et c'est le but, ce que disait Yvan, et puis ma camarade, si on peut, au niveau du Chalonnais, nous on s'est appelé Printemps Chalonnais parce qu'on a envie de fédérer au niveau local, mais pour des choses qui soient départementales, voire nationales, enfin voilà, la politique ne se limite pas au canton. Il y a plein de choix qui sont faits en dehors du canton, au niveau des régionales, au niveau national. Voilà. Mais comment on fait vivre la démocratie au niveau local? Voilà. Donc l'implication du Printemps Chalonnais, elle se veut locale pour réimpliquer nos concitoyens dans la politique, parce que si ça les intéresse, il y en a qui vont s'en intéresser à leur place et à leur détriment. Voilà. Ce sera le dernier mot de notre émission qui a dépassé largement le temps qui vous était imparti. Ah merde. Je vous souhaite, comme à tout le monde, bonne fin de campagne. Là, on est à la fin. Hein, parce que vous êtes bientôt sur la phase finale. Puis bonne chance pour faire un bon résultat, peut-être d'être au second tour, en sachant que l'union fait la force et que la division fait le jeu des forces. Exactement. Merci. Merci. À bientôt pour une nouvelle émission. Alors, au niveau des cantonales, nous avons invité, je vous rappelle, tous les candidats de Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3 et Saint-Rémy. Si vous ne voyez pas vos favoris, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu, daigner, pas voulu, je ne sais pas quel mot choisir, venir ici. Certes, on n'est pas une grosse télévision, mais on est local. Ces gens-là, on les connaît. Châlons, on connaît. Et on peut en parler parce qu'on est sur le terrain aussi comme tous les militants associatifs et comme les habitants. Donc voilà, faites confiance aux médias locaux et espérons que les forces qui ont de l'argent, donc le conseil départemental, le Grand Châlons, la région, aident les associations, notamment les associations médiatiques, les radios, les télévisions et les sites internet. Merci à vous, à bientôt. Donc la prochaine fois, nous aurons une émission plus intimiste avec un médecin qui prend sa retraite et qui est un médecin humaniste. Voilà. Merci à vous. À bientôt.